aujourd'hui pour ce webinaire intitulé « Le regard d'une banque sur un dossier d'investissement du montage aux garanties ». Donc ce webinaire sera co-animé en partenariat avec Catherine Demas, qui est responsable de marché économie de la connaissance au Crédit Coopératif. Je suis pour ma part donc Éric Moutarde, chargé de mission au sein du pôle économie-gestion de la Fédération. Donc Catherine, je vous laisse vous présenter. Merci Eric. Donc effectivement, je suis Catherine Demas, responsable de marché sur le secteur de l'enseignement, de la formation et de la recherche, plus précisément au sein du Crédit Coopératif et de la cellule économie sociale et solidaire. Le Crédit Coopératif tient dans son modèle d'affaires à entretenir des relations avec les fédérations, les têtes de réseau pour ensuite être au plus proche de ses interlocuteurs, de ses clients, en connaissant bien leur mode de fonctionnement, en connaissant leurs problématiques. À ce titre, nous avons 70 centres d'affaires à votre disposition et 120 chargés d'affaires de l'économie sociale et institutionnelle qui pourront vous accompagner au mieux. On réserve les meilleures conditions aux OGEC pour les accompagner au quotidien ou dans leurs investissements. Merci Catherine. Bien, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi finalement faire un webinaire sur cette thématique qui mêle à la fois l'investissement et la banque. Donc, tout simplement parce que l'investissement, c'est bien évidemment un moment important dans la vie d'un OGEC, c'est la traduction matérielle et financière du projet, c'est quelque chose qui va engager sur le long terme. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas monter tout seul, monter pour des raisons bien évidemment financières si on est lancé dans un projet de construction, de rénovation, d'envergure. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de partenaires tiers. Donc ces partenaires tiers, ça peut être à la fois des collectivités locales, territoriales, mais dans la plupart des cas, de toute façon, vous allez forcément avoir affaire à un partenaire bancaire. Donc, l'objet en fait de ce webinaire, c'est de vous expliquer tout simplement ce que la banque attend de vous en termes de relations, d'informations, de documentation à fournir au moment où vous allez traduire votre besoin de façon concrète. Nous ferons un petit focus en fin de webinaire sur deux thèmes. Donc l'un concernera les garanties. Catherine nous fera un petit éclairage sur les différents types de garanties qui peuvent être demandées par un établissement bancaire. Et l'autre pourra éventuellement paraître un petit peu plus technique, mais extrêmement important, et concernera la réglementation prudentielle qui s'applique au secteur bancaire. Pourquoi avoir choisi de faire ce focus qui peut sembler un petit peu technique et un peu déconnecté de notre réalité? L'idée, c'est qu'un établissement bancaire est soumis à un certain nombre d'obligations de par la réglementation, et ces obligations conditionnent la rentabilité de ces opérations. Donc, il faut avoir à l'esprit ces contraintes et bien intégrer le fait qu'on est avec nos banquiers dans une relation qui est une relation qu'on peut tout à fait qualifier de commerciale. Le mot n'est pas honteux, où il faut que chacun puisse trouver son compte, nous en ayant les conditions les plus favorables possibles, et le banquier, bien évidemment, une rentabilité satisfaisante, faute de quoi, soit on n'arrive pas à trouver un accord au départ, soit on va avoir une relation qui risque de se dégrader au fil du temps. Voilà, donc voici les raisons pour lesquelles on a souhaité faire ce webinaire en collaboration avec un de nos partenaires bancaires de longue date. Alors, premier point, donc la préparation du dossier de demande de financement. Alors, Catherine, à quel moment est-ce qu'on doit présenter, à quel moment est-ce qu'on doit parler de son projet à sa banque? Alors oui, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, cette démarche, elle s'inscrit dans la relation commerciale globale que vous avez avec votre banque et qu'elle se traduise par des rencontres semestrielles, annuelles, peu importe, voire plus proches. Mais le tout est d'être le plus en amont possible dans votre projet, en discussion avec votre banque. Alors plus en amont, oui et non, dans le sens où il faut
minima, que votre projet ait été chiffré, planifié et puis accepté, voté en assemblée, en conseil d'administration pour avoir un minimum d'éléments tangibles. Et puis, j'allais dire que le dossier financier, et notamment financier immobilier pour de l'immobilier, n'est pas si éloigné, je crois, Eric, hein, du dossier que vous constituez pour le CEAS. Voilà, tout à fait. Pour les investissements significatifs, effectivement, il y a un passage en CEAS qui va s'avérer nécessaire. Ce passage en CES est un peu finalement notre comité de crédit à nous. Alors ça ne s'appelle pas forcément CES partout, il n'y en a pas forcément partout, mais en tout cas c'est une contrainte qui normalement doit être assez générale. Pourquoi est-ce que, au-delà de l'aspect institutionnel, ce passage en CES est important? D'abord effectivement parce qu'il vous contraint, avec des guillemets, à produire un dossier qui est tout à fait similaire à celui que va vous demander la banque. Et d'autre part, le visa du CEAS est important dans la mesure où ça pourra démontrer à l'établissement bancaire que le projet d'investissement que vous avez est tout à fait intégré dans la démarche de développement de l'enseignement catholique sur le plan diocésain ou interdiocésain. Le risque étant un des risques étant pour l'établissement bancaire de financer un projet qui serait complètement à contre-courant des objectifs de développement locaux. Un avis favorable du CES lui permettra d'avoir la certitude qu'on est bien dans le cadre d'une démarche qui est la démarche de l'OGEC, mais évidemment, en plus, une démarche institutionnelle et correspondant aux besoins de l'enseignement catholique localement. Alors, pour vous aider à monter le dossier, donc on a été récemment intégré dans le module EasyGestion, un module prévisionnel qui peut tout à fait vous aider à accomplir un certain nombre d'établissements d'état financiers prévisionnels, compte de résultats prévisionnels, tableau de financement, etc. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer, Catherine, succinctement les éléments globalement que va attendre le partenaire bancaire? Oui, voilà. Tout à fait. Donc effectivement, plus on a de détails, plus on a d'éléments chiffrés, mieux c'est. Pour le coup, une présentation du projet, c'est la base, hein, même succincte, une présentation succincte à la fois sur le pourquoi, sur le contexte, avec des éléments de chiffrage, bien évidemment. Et puis après, j'allais dire, ce qui va nous permettre l'analyse financière pure et dure de l'établissement ou de l'OGEC, c'est-à-dire les 3 dernières années de documents comptables avec leurs annexes, un budget prévisionnel qui intègre bien évidemment le nouvel investissement et puis le plan de financement, bien sûr. Et sur les données juridiques, la délibération du conseil d'administration qui vote, qui acte la mise en œuvre du projet et son financement par emprunt, bien sûr. Et d'un point de vue juridique aussi, les derniers éléments, qu'ils soient statutaires ou de connaissance du client sur les aspects identité des mandataires, etc., etc. Et puis, donc ça, c'est vos documents que vous avez en interne, et puis il y a tous les documents institutionnels qui nous intéressent également, comme le disait Eric tout à l'heure, notamment sur la validation du projet, s'il y a augmentation de classe ou non, voilà, si tout est validé au niveau de vos instances tutélaires, si je puis dire. Voilà. Alors, le CEAS, donc c'est le Conseil économique des affaires scolaires. En général, normalement, on doit le trouver dans chaque diocèse. C'est pas forcément le cas. Il y a quelques exceptions, il y a quelques trous dans la raquette, comme on dit un petit peu trivialement, mais c'est une institution devant laquelle doivent être passés tous les dossiers d'investissement un petit peu importants. Donc, institution dans laquelle on va retrouver, par exemple, le directeur diocésain, le président de l'UDOGEC, l'économe diocésain.
éventuellement quelques personnalités qualifiées. Alors, donc, qui va regarder, donc cette instance va regarder tout ce qui est données économiques et d'ordre immobilier. Il faudra au préalable avoir obtenu, avoir passé le dossier devant un autre comité. Donc, dont le nom varie selon les diocèses, mais qui en gros est le comité qui va trancher sur les axes de développement prioritaires de l'enseignement catholique au plan, je dirais, local. Donc, démarche, validation du projet au plan local, sur son principe, il correspond au schéma de développement qu'on souhaite mettre en place. Puis, selon les termes de la directive des évêques de France de 1995, donc vous avez un certain nombre de critères qui définissent en fait l'obligation du passage en CES, visa du CES. Et après, on démarre, on peut rentrer dans le vif du sujet. L'idée étant même que le dépôt pardon, excusez-moi. Bien évidemment, aucun travaux ne doit être démarré avant le visa du CES. On n'a pas à le mettre devant le fait accompli. Voilà, donc par ailleurs, donc un certain nombre d'aspects techniques, mais qui paraissent relativement logiques. Hein, si on est dans le cadre d'une opération immobilière, bien définir l'immobilier qui est concerné. On sait que dans l'enseignement catholique, l'immobilier est parfois un petit peu, un peu désordonné. Donc bien préciser les références cadastrales, la situation hypothécaire, en gros, qui est propriétaire de quoi. Plus évidemment permis de construire, situation au regard des recours des tiers, est-ce qu'on a purgé le recours ou pas, bon, etc. Voilà, donc ça c'est en gros les documents économiques et techniques et institutionnels également qui vont vous être demandés par le partenaire bancaire. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet de ce webinaire, et là c'est là que l'expertise de Catherine va nous être utile, c'est comment est-ce qu'une banque va regarder votre dossier d'investissement, le dossier que vous lui avez transmis. Voilà, donc une fois que nous avons réuni tous les éléments financiers ou extra-financiers, on va porter une analyse économique sur le GEC en tant que tel, qui va être un peu différente en fonction des tailles, de la typologie des classes ou des organisations de l'OGEC. On va être très attentif aux effectifs, à l'évolution des effectifs par rapport au budget, etc. Aussi sur la nature du projet. Est-ce que c'est un projet de renouvellement, d'entretien, ou est-ce que c'est un projet de développement? On n'aura pas la même analyse. Sur de l'investissement immobilier, eh bien effectivement, on va avoir une analyse plus poussée en fonction de qui est propriétaire, est-ce qu'il y a paiement d'un loyer actuellement ou non, comment sont les relations avec les propriétaires, qui fait quoi dans la relation, qui prend en charge quoi plus exactement. Voilà, sachant qu'en fonction des tailles, eh bien, on va analyser un certain nombre de ratios qui vont être déterminants dans notre décision. Donc, je vous parlais, quand on a un bilan, un compte de résultats, c'est une photo à un instant T, c'est un peu statique, et nous, on va chercher à comparer les évolutions passées et les perspectives. Donc, l'évolution des effectifs, elle en fait partie. C'est très important pour mesurer aussi l'attractivité des établissements, savoir s'il y a des pertes d'effectifs et pourquoi, s'il y en a. Et puis ensuite, je vais dire, c'est une analyse économique pure et dure du compte de résultats, comment se comporte, quelle est l'évolution des produits, des charges, etc. Donc de la rentabilité et surtout, vraiment, j'insiste là-dessus, le ratio déterminant pour l'emprunt, c'est la CAF.
La capacité d'autofinancement, c'est la trésorerie que vous avez réussi à dégager sur un exercice de fonctionnement et qui va vous permettre de couvrir vos investissements, l'entretien courant, voire d'investir sur votre projet pédagogique, etc. Et puis, on a une analyse bilancielle, bien évidemment, de votre structure, à savoir le niveau des fonds propres, le ratio liquidatif, de risque liquidatif, c'est-à-dire le volume des fonds propres sur le total bilan. Et puis ensuite, l'évolution de la trésorerie, du fonds de roulement. Je crois qu'on accélère un petit peu. Par là, on va mesurer aussi la banque. Elle regarde quel va être son risque final. Qu'est-ce que le risque final? C'est le risque net qui est pris par la banque, c'est-à-dire que la banque, par exemple, sur un investissement qui va durer 15 ans, elle va regarder à mi-durée à peu près quel est le capital restant dû sur l'emprunt et comment quelle garantie lui confère ce qu'elle a retenu en termes de schéma de garantie, comment son risque est couvert. Voilà. Donc effectivement, la notion de risque, voilà, c'est la perte potentielle, l'incapacité du débiteur à honorer ses engagements, et puis quel est le potentiel pourcentage de recouvrement de la créance qui pourra être récupéré en fonction de la garantie. Merci. Alors, je vais juste préciser très brièvement un certain nombre de choses qui sont plus des messages en fait à durée, à vocation interne. Bien évidemment, dans le contexte actuel, le taux fixe doit être impérativement privilégié. Pourquoi est-ce que le taux fixe doit être impérativement privilégié? Tout simplement parce que on est à des niveaux de taux qui sont tellement bas qu'il n'y a pas à se poser la question. Et puis ensuite, parce qu'on a un certain nombre de remontées régulières, enfin régulières, heureusement pas trop, mais on a un certain nombre de remontées sporadiques de dossiers de crédit qui ont été montés avec de façon un petit peu exotique, donc soit du taux variable avec couverture de taux, des emprunts dans des devises étrangères, etc. Donc tout ça est bien évidemment impérativement à prohiber. On n'est pas des structures du CAC 40, on ne sait pas gérer ça, donc voilà, on reste sur de l'emprunt à taux fixe. Un troisième message, donc c'est la durée. Donc la durée, je vais juste laisser Catherine préciser ce point, mais une durée maximale, une bonne durée pour nous, c'est plus ou moins 20 ans. Alors il faut savoir que pas mal de dossiers nous remontent à la FNEGEC qui ont été construits sur une durée de 30 ans. 30 ans, on va dans le mur. Voilà. Donc, juste Catherine, est-ce que vous pouvez nous dire un mot donc, de ces problématiques de durée et puis évoquer également, parce qu'on se place dans le temps long, tout ce qui peut concerner les remboursements anticipés, renégociations? Oui, alors sur la durée, effectivement, on sera très vigilant et on rapprochera la durée sollicitée par rapport à la nature de l'investissement et son amortissement finalement. Et pour un investissement immobilier, 20 ans, c'est une durée déjà très longue et on essaie de cantonner cette durée à 20 ans avec une durée de préfinancement supplémentaire, bien évidemment, pour faire l'appel de fonds. Mais pour le coup, c'est le maximum parce que sinon, vous allez obérer votre capacité à investir pendant ces 20 années. Déjà, quand on investit en immobilier, on sait très bien qu'au bout de 15 ans, il y a des chances que l'immobilier ait de l'entretien à faire. Donc, si on obère complètement sa capacité à investir, on est embêté. Voilà. Sur le remboursement anticipé, alors oui, bien sûr, hein, j'allais dire qu'on est confronté à ça et notamment depuis les baisses de taux qui sont importantes depuis plusieurs années. Alors la banque, elle regarde d'un œil très vigilant puisque ça concerne directement sa rentabilité et il faut savoir qu'un crédit qui est renégocié, c'est une perte sèche pour la banque sur les intérêts qui constituent son PNB également. Donc, on sera très vigilant à la relation que nous avons avec l'OGEC
quel est le volume de flux que nous traitons, quelle est la rentabilité de la relation pour faire un chemin. Je crois que le chemin doit être partagé et aujourd'hui, dans le cadre d'une renégociation, on ne pourra pas obtenir un taux comme celui du marché actuel, mais trouver un terrain d'entente pour que les deux parties s'y retrouvent. Alors peut-être très concrètement, en fait, le message, c'est si vous avez monté un emprunt avec un établissement bancaire il y a environ 5 ans avec lequel vous n'avez aucune relation par ailleurs, c'est-à-dire vous lui confiez aucune gestion des flux, très concrètement, bon, votre marge de négociation pour une demande de renégociation du taux est quasi nulle. Si en revanche vous êtes dans une configuration où vous avez un emprunt qui a été souscrit de longue date, que vous avez une relation d'accompagnement dans la durée avec l'établissement bancaire, là, effectivement, comme le dit Catherine, on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Voilà, donc on va passer à la dernière partie de cette présentation. On va aborder 2 sujets qui sont la réglementation prudentielle et les garanties. Donc la partie réglementation prudentielle, on va essayer de la faire, enfin Catherine d'ailleurs, on va essayer de la faire pas trop technique, mais l'idée est simplement de vous montrer quelles sont les contraintes en matière de refinancement d'une banque et de calcul de sa rentabilité. Donc je disais tout à l'heure, on est dans le cadre d'une opération qui est, enfin, d'une négociation qui est une négociation commerciale. Donc, il faut que chacun y trouve son compte. Nous, qu'on ait le meilleur taux possible avec les meilleures garanties possibles, les moins coûteuses, que l'opération finalement soit intéressante pour nous. Et la banque doit également y trouver son compte en termes de rentabilité. Donc, la réglementation prudentielle impacte directement la rentabilité de la banque et Catherine va vous expliquer pourquoi. Oui, alors je vais rentrer un petit peu dans des termes qui vont vous paraître un peu barbares, mais hélas, c'est comme ça, c'est la réglementation que tous les établissements bancaires subissent. Il y a eu cette réglementation, elle est née de quoi? Elle est née des crises financières des années 90 et 2000, hein, en fait, tout est fait pour que les banques aient une résistance au risque, et pour cela, elles doivent appliquer des ratios de solvabilité, des ratios de liquidité, et cette législation, elle s'est faite en 2 temps. D'abord, il y a BAL 2 qui est plus une obligation pour les banques d'évaluer les risques de défaillance de ses clients. Et par ça, elles ont un modèle de calcul qui attribue une note à chaque client, et en fonction de la note, eh bien, ça influencera directement le niveau de fonds propres que la banque va avoir à adosser vis-à-vis de ce crédit. Et pour le coup, voilà, c'est une très grande incidence sur la tarification. Cette réglementation-là, elle est complétée par des exigences donc en matière de fonds propres et de liquidité, c'est-à-dire que on doit répondre à une capacité de résistance en cas de retrait massif de liquidité ou en cas d'érosion de liquidité à moyen terme. Et c'est 2 ratios supplémentaires qui viennent conforter BAL 2 et qui ont une incidence aussi, puisque j'allais dire que plus le crédit est long, plus le niveau de fonds propres est important, et donc on rapprochera le niveau de fonds propres de la rentabilité du client et de sa notation risque. Voilà, donc ça c'est un petit rappel que vous pourrez... Voilà, et effectivement, dans une opération, compte tenu de toute cette réglementation, la banque va exiger, entre guillemets, une contrepartie qui est d'obtenir tout ou partie du mouvement d'affaires et qui va lui permettre de rentabiliser aussi son opération, hein, il faut être clair. Bien sûr, quand vous confiez des flux à la banque, ça la fait travailler, elle vous rend un service et pour le coup, ça permet de compléter un petit peu ou d'amoindrir le niveau de risque qu'elle prend. Voilà.
très schématiquement, en fait, l'idée qu'il faut retenir, c'est que la rentabilité de la banque va être calculée. Enfin, la banque a une contrainte qui est un niveau de fonds propres qu'elle doit mobiliser sur une opération de crédit. Le niveau de fonds propres va être lié bien évidemment au montant de l'opération, mais également aux garanties qui sont prises. C'est pour ça qu'on va y venir après. La rentabilité de l'opération pour la banque va être calculée sur la marge dégagée par l'opération de crédit divisée par les fonds propres qui ont été mobilisés. Donc, faire du crédit pour faire du crédit, aujourd'hui, compte tenu du niveau des taux, ce n'est pas très intéressant pour une banque en termes de rentabilité, parce que finalement, ça lui immobilise beaucoup de fonds propres pour une rentabilité qui est finalement assez faible. Donc, c'est pour ça que vous aurez beaucoup plus de facilité à la fois à obtenir un prêt et à obtenir de bonnes conditions si vous confiez une partie de vos flux quotidiens, voire la totalité, en général c'est la totalité chez nous, à l'établissement bancaire que vous sollicitez, parce que justement, pour l'établissement bancaire, les flux n'imposent pas, bien évidemment, de mobiliser des fonds propres. Donc c'est un complément de rentabilité qui fait que la banque acceptera peut-être de donner d'un côté ou de lâcher d'un côté, si vous voulez, ce qu'elle pourra regagner de l'autre. Donc c'est un équilibre en fait à trouver entre partenaires. Voilà. Donc maintenant, Catherine, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation des garanties qui sont usuellement demandées ou celles que vous conseillez? Oui, complètement. Donc effectivement, on a vu que l'analyse et les exigences, la notation qui va être faite du client va nous amener à couvrir notre risque et cette couverture de risque, elle est assurée par les garanties. Alors, on va dire qu'il y a 3 grandes classes de garanties, les sûretés réelles, parmi laquelle vous connaissez, celle que vous connaissez le mieux, c'est l'hypothèque, les garanties de collectivité locale et les fonds de garantie mutualistes. On va les détailler. Donc, l'hypothèque, ça n'est pas neutre. Déjà, ça nécessite une signature chez le notaire, un acte notarié pour la concrétiser. En plus, elle a quand même une incidence forte sur votre établissement, puisque la banque, en tant que bénéficiaire de l'hypothèque, a le droit de faire vendre, a un droit de suite et un droit de préférence. Donc, ça n'est pas neutre. Son coût est généralement à peu près de 1,5%, tout dépend des zones et des frais de publicité, etc., de la conservation des hypothèques, mais globalement, c'est un 5%. Clairement, aujourd'hui, c'est une garantie que l'on ne va pas forcément chercher à recueillir, d'abord pour des problèmes de liquidité de la garantie, et ensuite saisir ou faire vendre un ensemble scolaire. Bon, c'est pas forcément ce que nous souhaitons, donc on va plutôt privilégier soit la garantie de collectivité locale, voilà, qui elle a l'avantage d'être gratuite pour vous, mais elle n'est pas toujours possible. Il faut savoir que les collectivités locales subissent aussi une réglementation importante, et notamment le respect des ratios loi Galant qui font qu'une commune n'a pas le droit de contre-garantir plus de 50% de ses recettes réelles de fonctionnement. Donc, ça la contraint aussi. Il y a un formalisme un peu complexe à obtenir de délibération. Nous, au Crédit Coopératif, on peut vous fournir des modèles, mais il faut que la commission permanente de la collectivité entérine le fait de cautionner votre prêt. En général, ce cautionnement ne dépasse pas tellement en ce moment 50%. Et ensuite, donc, je vous parlais tout à l'heure des fonds de garantie. Dans le groupe, nous avons 2 garanties principales que nous utilisons assez régulièrement, que sont la CEGC et Sogama, qui viennent sur le prêt, qui viennent nous garantir à hauteur de 30, 50, 70% maximum, selon la qualité, encore une fois, de la structure financière de l'emprunteur. Cette garantie a un coût qui se situe entre 1,50 et 2,30 au maximum. Voilà. Mais on aura tendance à privilégier celle-ci parce qu'elle nous confère une couverture meilleure et plus facile à mettre en place.
Très bien, merci, merci Catherine. On a terminé avec l'approche formelle de cette présentation. Donc, vous avez eu l'amabilité de nous adresser un certain nombre de questions, donc sur lesquelles on va venir maintenant. Alors, je vous demande une petite seconde. Alors. Donc, Catherine, c'est une question pour vous, je crois, la première. Si, à la place de l'OGEC, l'emprunteur est une association diocésaine propriétaire du scolaire, les collectivités territoriales peuvent-elles être garanties? J'allais dire pourquoi pas, si ce n'est que en général les collectivités interviennent parce que par exemple pour un département qui va l'établissement qui aura majoritairement un lycée, le département pourra être sollicité. Si c'est l'association diocésaine pour un immobilier pur et dur, j'avoue que je suis un peu sceptique. À ce moment-là, on privilégiera plus le fonds de garantie mutualisé. Voilà, je pense. Ouais. Petite précision qu'on me demande d'apporter, donc concernant le CEAS, il semble qu'il y ait eu pas mal de questions dessus. Il y a effectivement deux CEAS. Il y a un CEAS diocésain et un CEAS congréganiste, chacun gérant ses établissements. Alors, question suivante. Donc, je suppose que c'est un établissement de taille significative, parce que c'est un établissement qui est multibancarisé, de banques. Question, donc, Catherine. Heureusement que je vous ai sous la main. Lorsqu'on a deux banques et des emprunts dans les deux banques, il est difficile de donner des flux à chacun à hauteur de ses espérances. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis qu'il faut raisonner en termes d'engagement finalement, c'est-à-dire que la banque, je ne sais pas, je vais prendre un exemple basique, vous avez 1 million d'encours de prêt, 500 000 dans chaque banque, et bien, j'allais dire que vos recettes, vous les divisez en deux, tout simplement, et vous identifiez une nature de recette pour pas que ce soit une usine à gaz à faire, c'est-à-dire que vous identifiez par exemple vos forfaits que vous mettez dans une banque, une autre source de recettes ou de charges même, que voilà, vous identifiez bien une charge qui est allouée à une banque et une autre à l'autre, et ça permet d'avoir quand même et de compenser une relation qui soit satisfaisante, quoi. Voilà. Bien. Alors, pouvez-vous nous parler du mandat hypothécaire? Est-ce que vous connaissez le mandat hypothécaire? Le mandat hypothécaire, dans quel cadre? Ouais, Bon, concernant la question sur le mandat hypothécaire. Oui, je ne saurais pas. D'accord. Si la personne qui a posé la question sur le mandat hypothécaire peut revenir vers nous, oui. Voilà, il faudrait qu'elle précise sa question, on lui répondra en dehors de cette intervention. On nous précise également que dans les garanties, on peut avoir la garantie des UDOGEC ou la garantie des nantissements. Est-ce que c'est des garanties qui vous intéressent également? Oui, complètement. C'est vrai que j'en ai pas parlé en essayant d'être le plus succincte possible, mais c'est effectivement tout à fait possible d'avoir une garantie d'UDOGEC quand bien sûr l'UDOGEC en a la structure financière pour le supporter, parce que c'est un engagement de caution qui n'est pas neutre, ou d'une association immobilière, mais on peut tout à fait imaginer effectivement de prendre en garantie une caution solidaire d'une autre personne morale. Et puis j'allais dire que si les établissements ont une trésorerie très large, suffisante, on peut aussi éventuellement envisager de nantir une partie de placement qui viendra couvrir un petit peu notre risque. Et à ce moment-là, c'est tout à fait acceptable. Tout dépendra de la durée également. Voilà, c'est deux autres types de garanties qui peuvent être possibles. Très bien, merci. Une question qui est une question tout à fait intéressante, excusez-moi de le dire comme ça pour la personne qui l'a posée, mais qui concerne les foncières immobilières. Alors,
la question est libellée lorsqu'il s'agit d'un projet immobilier porté par une foncière propriétaire d'un bien qui est utilisé par un OGEC. En gros, est-ce que les garanties du prêt peuvent être complétées par la caution de l'OGEC? Alors, je vais laisser la réponse à Catherine, mais avant ça, je vais juste apporter une petite précision. Dans les échanges qu'on peut avoir avec l'ensemble de nos partenaires bancaires, il y a une vraie problématique qui est liée aux foncières. C'est-à-dire que certaines ont tendance à procéder un petit peu par appel d'offres. C'est-à-dire dire, voilà, j'ai besoin de 10 millions d'euros pour financer différents projets, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, c'est relativement problématique dans la mesure où la banque connaît la foncière, mais la structure bilancielle des foncières, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très rassurant. C'est de l'immobilier et énormément d'endettement en face, sachant que bon, l'immobilier scolaire vaut ce qu'il vaut. Et par ailleurs, le problème, c'est que la foncière est financée par des OGEC sur lesquels la banque n'a absolument aucune visibilité. Donc, il est souhaitable, dans la mesure du possible, que les dossiers soient apportés avec le plus de visibilité possible concernant le destinataire final des travaux réalisés. Donc, dans ce cadre-là, je pense que la question est tout à fait intéressante. Caution de l'OGEC, est-ce que c'est intéressant dans un cadre de financement de foncière? Je vois pas très bien comment on pourrait prendre la caution de l'OGEC dans le sens où il y a déjà un contrat qui va lier la foncière à l'OGEC et qui va lui assurer un loyer, qui va lui assurer... donc c'est difficile dans ce cadre-là de prendre la caution de l'OGEC. Je pense qu'on privilégiera aussi dans ce cadre-là la caution mutualiste, tout simplement. Parce qu'elle sera plus facilement réalisable. Et j'allais ajouter par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on finance sur des foncières, toute la difficulté, effectivement, est de mesurer la qualité des ressources qu'a la foncière. Et c'est quasiment une étude de SCI, de société civile immobilière, où on doit étudier aussi le risque des locataires. Voilà. Donc ça, c'est des dossiers qui méritent d'être un peu plus fouillés et on se doit d'obtenir une certaine transparence sur quels sont les revenus de la foncière et comment ils sont fiabilisés. Voilà. D'accord. Alors, vous parlez de fonds de garantie, justement. Alors, on a une question également là-dessus. Sur le coût du fonds de garantie, la manière dont c'est versé, est-ce que c'est flat à la signature ou est-ce que c'est au fil des échéances? Et question, est-il remboursable? Alors oui, alors dans certains cas oui, dans d'autres non. C'est-à-dire que d'abord la prise de la garantie caution mutualiste, en général, c'est une prime flat au départ. Voilà, vous versez le montant du fonds de garantie sur la durée de votre crédit. Certains fonds le font tous les trimestres. Prélève une commission d'engagement tous les trimestres et il peut y avoir une partie de cette prime qui correspond à une souscription au capital aussi qui, elle, vous est remboursée à la fin du prêt. Mais j'allais dire dans le cas de CEGC, par exemple, pour vous donner cet exemple-là, c'est une prime flat. Dans le cas de Sogama, c'est une souscription d'abord de capital et de fonds de garantie et ensuite c'est une commission d'engagement. Dans le cas de Sogama, il y aura un remboursement en fin de crédit sur la partie capitale. D'accord. Voilà. Alors, une remarque encore sur le CES ou CEDAS qui visiblement émeut beaucoup l'auditoire. Donc, une petite remarque qui nous dit que le CEDAS, au-delà des critères, effectivement, prend plus largement en compte le PPI de l'établissement. Alors, effectivement, bien sûr, ce que je voulais dire, en fait, tout à l'heure, c'était que, le dossier qui vous est demandé par la banque et le dossier qui vous est demandé par le CEAS ou CEDAS, peu importe, est absolument identique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez monté votre dossier CEAS et vous avez le tampon du CEAS, vous pouvez l'emmener tel quel à la banque. Bien évidemment, l'aspect PPI est extrêmement important puisque je parlais de taux de durée de montage exotique, etc. Il faut qu'on ait quelque chose qui soit
cohérents dans la durée et qui vous permettent aussi, enfin, que le projet en lui-même n'obère pas les capacités d'investissement pour l'avenir. C'est pour ça qu'on parlait d'une durée maximum tout à l'heure. Donc évidemment, un PPI, c'est extrêmement important, tout comme tout simplement un compte de résultat prévisionnel qui va vous permettre de dégager la CAF, qui va être la première ligne du tableau de financement. Donc, bien sûr, bien évidemment, on est d'accord. Dernière question avant de terminer, Catherine, voilà, qui est, je vous laisserai le mot de la fin dessus. Le problème avec la banque, avec qui, c'est la question tout à l'heure sur l'établissement multibancarisé. Ouais. Donc, voilà, il y a une suite à la question. Le problème avec la banque avec qui nous faisons le dernier emprunt nous demande toujours de faire un effort pour les flux afin de faire un effort sur le taux. Et oui, alors on est toujours dans cet équilibre qui est délicat, hein. Voilà, pour autant, effectivement, ayez conscience, enfin moi je parle en tant que crédit coopératif notamment, puisque l'argent que l'on vous reprête au crédit coopératif, c'est l'argent de nos clients sociétaires. Et donc, on prend garde à l'utilisation de cet argent et on veille à ce qu'il soit utilisé dans une rentabilité qui satisfasse tout le monde. Donc pour le coup, oui, il y a, si vous avez de nombreux investissements, j'allais dire qu'il faut le gérer en tout équilibre, voilà, et être transparent. Je pense, vous avez tout à gagner en étant transparent, mais la banque ne peut pas tout faire de son côté sans n'avoir rien en face. Voilà, c'est quand même le principe de base. Et je vous dis, on sera très vigilant à l'utilisation des ressources que l'on reprête à pas cher, à ce qu'elles soient un minimum rentabilisées. Voilà. Bien, nous allons conclure sur ce mot. Donc, je voudrais juste repréciser une chose. L'objet vraiment de ce webinaire était bien de préciser que dans le cadre d'une relation habituelle avec un établissement bancaire, on est dans une relation qui est une relation strictement commerciale. Donc, relationnel peut-être aussi, mais en tout cas strictement commercial dans ses objectifs. Donc, qui dit strictement commercial dit que chacun doit y trouver son compte. Nous, bien évidemment, on doit y trouver notre compte par des financements à des taux qui sont des taux de qualité, parce qu'on reste malgré tout un très bon risque, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs de si bonnes relations avec les établissements de la place. On reste un très bon risque, donc on attend des très bons taux. On attend également des niveaux de garantie qui soient des niveaux de garantie qui soient des niveaux acceptables. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est logique. C'est logique de se dire, voilà, on est enseignement catholique, donc on attend des conditions bancaires de qualité. Après, il y a un réflexe qui est un réflexe un petit peu ennuyeux chez nous, c'est-à-dire que justement de considérer que parce qu'on a un enseignement catholique, on a droit à tout et d'oublier que la relation est une relation qui est une relation commerciale. À partir du moment où on a beau être enseignement catholique, si l'établissement bancaire ne trouve pas sa rentabilité en face, il ne fera pas l'opération. Donc la rentabilité de l'établissement bancaire, elle se calcule comment? Pas tellement finalement par la marge qui va être faite sur le crédit, parce que qui dit crédit dit mobilisation de fonds propres. La banque calcule sa rentabilité par marge divisée par fonds propres. Donc, ce n'est pas tellement ça qui va faire la différence. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment envisager de compléter faut compléter par des flux, privilégier un accompagnement dans la durée, avoir des relations qui soient des relations régulières. Et là, normalement, tout doit bien se passer. Catherine, est-ce que vous avez un petit mot à Je suis conclure? complètement d'accord. C'est-à-dire que voilà, c'est une relation gagnant-gagnant dans une réciprocité d'intérêt. Sinon, toute relation d'affaires ne peut pas bien se dérouler sans ça. Voilà, donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver et je pense que les banques sont à même de pourvoir à ça, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci de votre attention et écoutez, bonne continuation dans le cadre de vos investissements et de vos discussions avec vos établissements bancaires respectifs. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.